Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Parlons laïcité. Voilà, nous enregistrons aujourd'hui le jeudi 3 février 2022 et aujourd'hui on accueille Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Voilà, Julie est étudiante. Elle va nous parler de laïcité et fragments de vie de violences faites aux femmes. Et puis après, comme d'habitude, il y aura la séance questions-réponses. Eh bien Julie, on t'écoute. Bonsoir à tous, déjà merci d'être là. Donc je vous explique un petit peu comment cela va se dérouler. Donc nous allons parler de laïcité, mais notamment de liberté de conscience pour cette thématique. Donc je vais vous rappeler un petit peu de quoi on parle avec quelques définitions. Et après, ce que je ferai, c'est que je ferai des allers-retours entre des expériences que j'ai vécues, malheureusement, qui sont des expériences de violences faites aux femmes. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément très gai, mais l'intérêt, c'est de pouvoir quand même en discuter et de pouvoir le dénoncer. Et du coup, la liberté de conscience et comment, à différents moments de ma vie, cela a altéré du coup ma liberté de conscience. Donc voilà, puis après j'espère qu'on pourra en discuter. Je suis contente de voir qu'il y a différentes personnes de différentes générations, donc on aura plein de points de vue différents, des hommes, des femmes, c'est super. Ok, du coup je vais commencer par je vais commencer par la laïcité et le rapport qu'elle a avec la liberté de conscience. Donc la laïcité garantit la liberté de conscience dans la République. La liberté de conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est le droit accordé à une personne d'avoir les valeurs, les principes, les opinions et les croyances qu'elle veut, et ce sont des choses qui détermineront son existence. Donc du coup, on va commencer, en parlant d'existence, on va commencer par les prémices d'une existence, qui est du coup le moment de l'éducation. Donc c'est le moment où finalement on est conditionné par certaines choses, on est éduqué, du coup on se retrouve finalement dans un environnement qu'on n'a pas choisi, mais dans lequel on doit évoluer pour les premiers moments de sa vie. Donc du coup moi je suis née dans une famille du coup avec deux parents comme beaucoup de gens, un père, une mère. Sauf que le problème, c'est que du coup, je suis née dans un cadre assez misogyne. Et du coup, j'ai vécu notamment la violence de manière indirecte au début, parce que je n'étais qu'une petite fille. Puis de manière directe après. Je l'ai vu d'abord, donc du coup, de mon père vers ma mère. Donc c'était un peu problématique et j'ai vu en fait que ça altérait sa liberté à elle. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle souhaitait. Elle était tout le temps obligée de se justifier de ses faits et gestes. Elle était obligée de devoir vivre selon le bon vouloir de mon père. Donc elle s'est complètement fait accaparer son existence pendant une bonne vingtaine d'années avec du coup de la contrainte, de la violence. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que de par ça, je n'ai pas réussi à avoir une image positive de la femme pendant très longtemps. Et vous le verrez plus tard, mais ça m'a beaucoup impactée, notamment dans ma construction. Donc quand j'allais devenir adolescente et à partir du moment où j'allais devenir une femme. Donc du coup, voilà. Bien évidemment, ces institutions culturelles dont on parle, donc qui sont des institutions de domination d'hommes sur les femmes. Donc ce sont des choses qui sont là depuis longtemps et qui sont de plus en plus dénoncées, notamment au niveau de notre... ça fait un moment quand même, le combat féministe existe. Donc pour parler du combat féministe, donc c'est la volonté en fait que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. Mais du coup, ces combats s'orientent contre ce genre de choses. Et du coup, elles sont quand même bien présentes, ces institutions culturelles qui sont du coup des institutions qui découlent de la domination des hommes sur les femmes.
Donc du coup, voilà, donc ce premier cadre, ce premier conditionnement, je suis une petite fille, donc ça va pour le moment. Je me rends pas compte de manière consciente véritablement ce qu'être une femme en fait, jusqu'au moment à peu près où j'arrive à l'école primaire, de manière plus ou moins consciente, parce qu'il y a déjà les premiers jeux. Les garçons qui courent après les filles et qui leur mettent une petite main aux fesses, comme ça. Bon, un jeu d'enfant, moi je ne crois pas. Je crois que c'est toujours en fait dans un même sens. Hein. C'est le garçon qui vient mettre la main sur la fesse de la fille et pas le contraire. Donc d'ores et déjà, ça montre un certain conditionnement en fait, déjà tout jeune, par rapport à ces problématiques-là. Donc on se retrouve déjà en primaire à être objectivé, un objet un jouet finalement, une espèce de défi que les garçons se lancent entre eux. Voilà, je vais toucher la fesse de cette fille. Mais ça, c'est entre guillemets en primaire, c'est quelque chose encore duquel on n'a pas vraiment conscience. On n'a pas encore cette chape de béton qui arrive notamment au collège. Où c'est vraiment très compliqué, donc forcément le corps change et on se retrouve avec des gens plus grands que soi, des gens en 6e et du coup finalement on se rend compte petit à petit de ce qu'on attend de nous en fin de compte. On est souvent ramené à notre physique, on nous dit il y a une façon de s'habiller pour être belle, sinon on n'est pas belle, pas considérée. Il y a toute la mise en place de certaines normes en fait qui font que du coup on correspond ou pas à ce que l'on attend de nous et lorsque malheureusement on ne correspond pas, on est vite rappelé à l'ordre par justement des remarques ou même parfois ça peut être de l'harcèlement. Donc moi je l'ai pas connu à ce niveau-là, mais je sais que ça arrive. Je l'ai déjà vu autour de moi de manière indirecte. Donc voilà, finalement, on se retrouve avec des institutions du coup culturelles qui nous sont encore balancées à la tête alors qu'on n'a rien demandé, qu'on est juste là, qu'on a juste envie d'être soi, d'être bien dans sa peau. Et du coup, on avance avec ça. Et je trouve que l'une des choses les plus symboliques qui m'a été imposée au collège, c'était cette question de la virginité. Il y a des garçons, quand j'étais en 3e, qui sont venus me demander plusieurs fois si j'étais vierge ou non. Qu'est-ce que ça voulait dire au final ? Ça voulait dire que ma valeur Alors, je n'avais pas eu d'expérience sexuelle en plus à ce moment-là. On parle de 14 ans. Hein. Donc, c'est extrêmement jeune. Extrêmement jeune, on est face justement à une sexualisation qu'on ne connaît même pas. Du coup, on se retrouve obligé, finalement, quoi qu'on fasse, en fait, on sera incriminé. Que ce soit, si on répond oui ou non, ça veut dire que finalement, on se soumet à ce système-là de valeurs, en fait. Ou sinon, si on ne répond pas, ça veut dire que finalement, on a quelque chose à se reprocher. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est tout là le problème aussi d'être une femme, c'est que quoi qu'on fasse, finalement, il y a un jugement. Il y a un jugement qui découle des faits et gestes. Lorsque, notamment, on ne répond pas aux attentes. Donc, voilà. Au niveau de la liberté de conscience, donc du coup, on va peut-être y revenir. Donc, quand on est petit, finalement, cette notion ne se pose pas trop. On est là, hein, on évolue comme on peut. On se construit comme on peut également. Mais à partir du moment où on commence à grandir, à partir du collège, par exemple, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se dire, je crois en ça, ou je ne crois pas en ça. Je sais ceci, ou je sais cela. Et déjà, aux prémices de cette constitution de la liberté de conscience, on se retrouve avec une espèce de chape qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et finalement, on avance en étant quelqu'un d'autre, quelque chose de tordu qui s'adapte à peu près à ce qu'on attend de nous pour pas avoir trop de problèmes. Parce que on peut aussi bien recevoir des violences psychologiques que des violences physiques. À l'adolescence, on se rend compte aussi d'une nouvelle violence. C'est celle de la rue. C'est celle de la rue parce que on se retrouve à se faire klaxonner, on se retrouve à se faire à entendre des commentaires derrière soi ou devant soi. On se retrouve à être face à des garçons qui veulent établir des contacts mais sans notre consentement. Et du coup, on se retrouve dans une posture où on doit répondre à ça et on ne sait pas. Et en plus de ça, on est souvent face à des hommes qui sont beaucoup plus âgés que nous, qui ont beaucoup plus d'assurance, qui sont aussi beaucoup plus forts.
Donc du coup, on se retrouve face à cette problématique en fait d'être dans la rue. On se rend compte que déjà l'espace ne nous appartient pas. Et en plus de ça, on commence à comprendre aussi que si on cède et qu'on ne combat pas, on va dire, toute cette chape de béton, psychologique que l'on nous impose, et ben la vie ne nous appartiendra pas non plus. Donc c'est un peu pénible parce que du coup on pense qu'en grandissant on devient libre de faire ce que l'on veut, qu'on va devenir adulte, qu'on va pouvoir évoluer dans l'espace, mais non, en fait l'espace nous est retiré légitimement, j'ai l'impression, par certains. Et on ne peut pas évoluer comme on veut, on se retrouve à avoir des techniques, on se retrouve à ne pas sortir à certaines heures, on se retrouve à s'habiller d'une certaine manière, on se retrouve à agir autrement que l'on aurait fait naturellement parce que on est face à cette potentielle violence qui vient de l'extérieur. Qui dit adolescence dit prémisse aussi, donc la sexualité arrive, etc. Et du coup, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'est personnellement arrivé, qui m'a beaucoup marqué, malheureusement. J'ai été victime d'un viol à l'âge de 16 ans. Donc du coup, c'était pour moi une première expérience. Donc c'est quelque chose qui m'a pas permis aussi, avec tout ce que j'avais vécu déjà auparavant, de me construire correctement, même sur ce plan de ma vie. Ce mot-là, j'ai pas pu le mettre tout de suite sur cet événement. Ce mot-là, je l'ai mis des années après, je l'ai mis peut-être 3 ans après, donc ça m'est arrivé à 16 ans. Non, ça a 20 ans que j'ai mis un mot là-dessus et que j'ai commencé à en témoigner, notamment. Donc je l'ai fait une fois devant un public, comme ce soir, au Théâtre de la Colline à Paris, où d'ailleurs j'ai fait la rencontre de deux jeunes filles qui sont venues me remercier après mon passage sur scène d'en avoir parlé, parce que ces deux jeunes filles malheureusement avaient vécu ça également. Et du coup, l'une l'avait vécu récemment, était en procédure, et la deuxième l'avait vécu beaucoup trop jeune. Elle avait vécu un inceste de la part de son oncle. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est que ça n'a pas été que 2 fois, que 2 témoignages que j'ai croisés sur ces problématiques-là, sur le viol. Ça arrive énormément. Avant la vague MeToo, je ne sais plus exactement, je pense que soit j'étais au début de la vague MeToo, quand j'en ai parlé devant ce théâtre, soit j'étais un tout petit peu avant, je ne sais plus. Mais en fait, tout au long du coup après ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter un petit peu mon cheminement et la manière dont ma vie a été altérée par cet événement. Et j'ai croisé des filles à qui c'était arrivé en fait, aussi. Donc du coup, après ce qui s'est passé, donc j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Déjà, j'ai mis 2-3 mois peut-être à retomber sur mes pattes. Donc j'ai commencé à avoir des tics, à prendre énormément de douches. Je n'allais plus à l'école, c'était quelques jours avant ma rentrée en première scientifique, et là du coup ça a fait voler en éclats ma concentration, ma capacité à mémoriser également. Donc du coup, en fin de compte, sans le savoir, et pendant 5-6 ans, je suis restée sous un choc post-traumatique qui n'a pas été diagnostiqué. Donc j'ai subi un handicap sans le savoir. Et j'ai été écartée du coup à cause de cette manière dont mon corps, dont mon psychologique a réagi face à cette violence de ma vie, de tout ça. Donc j'ai subi une exclusion à cause de ça. Et du coup, quand on parle de liberté de conscience, finalement j'ai été aliénée de ma liberté parce que je n'avais plus la possibilité de vivre ma vie. Voilà, je survivais en fait depuis que c'était arrivé. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu combattu pendant 2 ans, donc pendant mes 2 années de lycée, donc en première et en terminale, puis j'ai vu que je séchais énormément, que ça n'allait pas, que je n'arrivais pas. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais me professionnaliser. Donc pendant ce temps, chez moi, je passais énormément de temps en fait à faire de la cuisine. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc je suis partie dans cette voie. J'ai fait un CAP cuisine du coup et j'ai travaillé 2 ans. Et ce qui a achevé du coup cette carrière en cuisine, ça a été le fait de comprendre que je retrouvais mes capacités cognitives et que je pouvais reprendre mes études, que je retrouvais une curiosité, que je retrouvais de la confiance, et de l'estime. Pendant ces 2 ans, où j'ai fait de la cuisine,
j'ai été dans un centre de congrès de séminaire où j'ai travaillé et du coup, je faisais partie de la restauration et j'avais une petite maison qui m'était prêtée du coup par l'entreprise parce que c'était du coup un grand endroit avec des chambres d'hôtel, etc. Puis il y avait des petits pavillons derrière et je le partageais avec l'une de mes pas vraiment collègues, mais une autre fille de mon âge à peu près qui elle travaillait dans les bureaux de cette entreprise. Et un soir, on s'est posé toutes les deux et je lui ai dit, écoute, moi, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, donc je me suis confiée. Et elle m'a dit qu'il lui était arrivé la même chose. Encore plus jeune, à 14 ans, donc pareil, un rapport non consenti, imposé, avec du coup le fait de ne pas être prête, de ne même pas avoir conscientisé la chose, mais de se retrouver face à un rapport sexuel alors qu'on ne l'a pas souhaité. Donc, bien évidemment, on a également parlé des problématiques. C'était quelqu'un qui s'excusait tout le temps. C'est quelqu'un qui, quoi qu'elle fasse, elle faisait ça. Enfin, elle poussait légèrement ma tasse, elle s'excusait, elle se trompait de mots, elle s'excusait. C'était dingue, en fait. Et c'est ce genre de choses, en fait, c'est là aussi où j'aimerais pointer, en fait, c'est que on parle du factuel, mais on parle pas, en fait, de tout ce que ça va impliquer sur la vie de la femme après cet événement. Tout le travail qu'elle va devoir fournir. Surtout à l'âge où on était et où je suis encore aujourd'hui, c'est qu'on doit se construire, mais on doit aussi se reconstruire, en fait. Et c'est quelque chose, c'est encore je dirais même pas une double peine, je dirais c'est une multiple peine. Donc du coup, voilà, donc l'épisode cuisine s'achève pour moi. Je passe mon bac en candidate libre, économique et sociale, je l'ai. Et j'arrive à devoir choisir une orientation. Donc bien évidemment, à cause de ce travail construction, reconstruction que je mène en parallèle, j'ai pas forcément le temps d'aller à la rencontre de moi-même. Je n'ai pas forcément le temps de réfléchir à ce que je veux devenir. Je n'ai pas forcément assez d'estime pour moi pour finalement me dire qu'est-ce que j'ai envie de devenir demain. Non, je me cache, je ne sais pas. Je ne me sens pas bien, finalement. Donc, du coup, je fais des vœux comme ça, un petit peu à l'arrache. Et finalement, je vais dans une fac de lettres. Et j'y passe 6 mois. Et dans cette fac de lettres, encore, un jour, je vais déjeuner avec une camarade. Et pareil, elle me raconte le même événement, mais cette fois-ci avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, 40 ans. Donc, je croise régulièrement, beaucoup trop régulièrement, des femmes qui ont été victimes de ce genre de choses. Et pour vous donner un chiffre d'Amnesty International, ça sera 1 femme sur 5 qui se fera violer au cours de sa vie. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose de régulier, d'extrêmement fréquent. Donc ça pose la question de la non-disposition de son propre corps, hein. Quelque chose qui est extrêmement relié à l'esprit, au fait que on puisse jouir d'une liberté, on puisse jouir de sa liberté de penser, qu'on puisse justement faire en sorte d'être accordé avec ses valeurs, ses principes, ses opinions, ses croyances. Et ben non, là, on en est totalement aliéné finalement. On se retrouve à devoir vivre avec quelque chose qu'on n'a pas choisi, quelque chose qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Peut-être que certains se posent la question, je n'ai pas porté plainte. Pourquoi ? Parce que au début, je ne mettais pas le mot dessus. Et d'ailleurs, ma mère me l'a dit elle-même parce que du coup, il a fallu que je me reconstruise seule, mais pour elle, c'était pas un viol non plus. Pourquoi ? Parce que du coup, un viol, c'est au fond d'une ruelle, le soir, par un inconnu, par un homme bizarre, un homme marginal. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Les viols, c'est je ne sais plus exactement la statistique, je l'ai plus en tête, excusez-moi, mais il me semble qu'une bonne portion de 90% des individus qui violent connaissent leurs victimes. Donc cette culture du viol, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est le fait de culpabiliser la femme, la jeune femme à qui ça vient d'arriver. Par exemple, ça arrivait chez moi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu ramènes des garçons chez toi ? Ça m'est déjà arrivé également de subir des attouchements en rentrant chez moi le soir. Une fois, j'ai réussi à m'en ressortir par la ruse cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fais le soir ? Mais en plus, je portais une mini-jupe, attention. Là, je l'ai bien cherché quand même. Voilà ce qui est la culture du viol. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Des études ont montré qu'on soit en jogging, qu'on soit en mini-jupe,
qu'on soit maquillée, eh bien, ça ne change rien. Une femme sur 5 se fera violer au cours de sa vie. Il m'est arrivé aussi une autre petite mésaventure qui a été assez pas marrante du tout à vivre. Je suis sortie avec des amis dans un bar une fois et je me suis retrouvée en fait quelques heures plus tard à perdre totalement possession de mon corps. Manifestement, quelqu'un avait mis quelque chose dans mon verre. Ça, encore une fois, je l'ai compris des années après en discutant avec des amis. Parce que je ne pensais pas que ce soit possible en fin de compte. Donc ce soir-là, je bois un verre et je me retrouve à ne plus avoir la possibilité de bouger petit à petit. J'arrive plus à marcher. J'arrive plus à avancer. Je n'arrive plus à me soutenir la tête. Je n'arrive même plus à ouvrir mes paupières. Et là, je ne peux plus. On me porte en fait dans le métro pour que je rentre chez moi. Là, j'étais du coup avec une amie, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir bouger aucun de mes membres. Et ça a été quelque chose de terrible parce qu'en fait, je me suis posé la question des années plus tard quand j'ai compris que ça avait en fait été de la drogue qui avait été déposée dans mon verre, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui. Les questions sur le GHB sont beaucoup ressorties dans les médias dernièrement. Je ne sais pas si vous l'avez suivi ou pas, mais voilà, il y a eu des problèmes de piqûres, il y a eu des problèmes en Angleterre aussi, il y a eu énormément de boycotts de bars. Et donc, voilà. Donc, par rapport à cette liberté de conscience, en fait, comment est-ce que, déjà, quand on n'a même pas la liberté de son corps, donc on est potentiellement drogué, on est vu comme une proie par la personne qui a mis ça dans notre verre, pour des fins que vous imaginez. Heureusement, j'étais avec une amie. Franchement, ça pose des questions. Ça pose des questions. Encore une fois, ça nous remet bien à notre place. Hein ? Tu es une proie, tu es un objet. Je vais faire ce que je veux avec toi. Voilà, j'ai envie de quelque chose, et je vais te droguer et je ferai ce que je veux. Donc voilà, on se retrouve finalement à ne pas pouvoir exercer nos principes, nos opinions, nos croyances, parce que quelqu'un a mis quelque chose dans notre verre et a décidé à notre place que ce soir, on ferait ce que lui a envie. Mais avant de terminer, j'aimerais vous parler aussi du déconditionnement. J'aimerais vous parler des possibilités qu'on a finalement à devenir ce qu'on a envie de devenir, malgré du coup cette société ambiante qui nous est plutôt hostile et les violences qui se répètent au fur et à mesure. Donc déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de commencer une réflexion sur l'estime qu'on a de soi-même, qui a été fortement entachée du coup par des choses qui sont extérieures et qui n'ont strictement rien à voir avec nous. D'où l'intérêt d'en parler. Parce que pendant des années, j'ai pensé que c'était parce qu'il y avait quelque chose sur mon front, que c'était moi, que j'y avait quelque chose qui faisait que on allait vers moi. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que j'ai croisé des jeunes filles et on a mis en commun nos histoires. Et on s'est rendu compte petit à petit, des sociologues, des historiennes, énormément de chercheurs, enfin des historiens également sans doute, mais énormément de chercheurs ont justement récolté des données et se sont rendus compte que ceci était un problème systémique. Parce que ça, c'était un réel pouvoir, du coup, de cette domination masculine, du coup, qui implique ces violences, c'était de culpabiliser la victime. Or maintenant, on a la possibilité d'être informé. Ce soir, je parle. Je ne sais pas s'il y a quelques années, quelques décennies, quelques générations, j'aurais pu avoir cette possibilité de parler de ces sujets-là avec vous et encore moins aussi librement. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose d'important de pouvoir en discuter et de mettre en commun nos histoires pour ne plus subir, en tout cas, comprendre que cela n'a rien à voir avec nous et travailler sur notre estime de nous-mêmes, qui est écornée régulièrement de notre vie à cause de notre genre que nous n'avons pas choisi. J'aimerais aussi vous dire, donc du coup, je l'ai dit plus tôt, j'ai dû faire face à un choc post-traumatique. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été détecté chez moi, parce qu'on m'a pris pour une adolescente qui faisait sa crise d'ado. Voilà, donc on m'a infantilisée plus qu'on aurait dû. Et j'aimerais qu'on parle des soucis économiques et sociales que cela pose pour les femmes par rapport à ces violences. Parce que du coup, moi, ça m'a par exemple retardée sur mes études,
Ça m'a empêché d'accéder directement à une situation économique et sociale. Aujourd'hui, je suis en licence 2. J'ai 24 ans depuis le 31 janvier, donc depuis 2-3 jours. Et j'ai dû, du coup, faire un parcours en zigzag, le temps de me reconstruire. Donc, je pense qu'il y a un sujet qui est hyper important politiquement à porter, en tout cas. C'est celui de vivre avec toutes ces violences et de l'impact que celles-ci ont sur l'ensemble de la société. Il y a aussi le combat contre nos propres croyances. Parce que si on se convainc soi-même, alors on se fout du reste. On se fout du reste parce que ce qui est important pour nous, et pour soi en tout cas, c'est de finalement être sûr de soi. Savoir, être persuadé, être convaincu de ce que l'on pense, de nos valeurs, justement, de nos principes, de nos opinions. Et pour ça, il faut être sûr que ce soit les nôtres. Donc je pense que quelque chose qui est important aussi, c'est la déconstruction et la réflexion sur nos propres croyances, sur les choses qui finalement nous ont été inculquées, mais que nous n'avons pas forcément choisi. Allez interroger ce qu'il y a au fond de nous. Allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un fait, on le perçoit comme ceci ou comme cela. Ce qui est intéressant aussi, du coup, par rapport à cette déconstruction, c'est la possibilité d'interagir autrement avec le monde et de ne plus les subir, surtout. Et pour justement se déconstruire ses croyances, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est l'éducation. Donc du coup, on peut aller vers une littérature féministe. On a la possibilité d'aller regarder des statistiques, des études sociologiques qui nous permettent de nous rendre compte que cela n'est pas de notre fait, mais que nous sommes victimes d'un système bien plus grand que nous. Donc finalement, la finalité de tout ça, c'est de pouvoir soulever cette chape de béton qui souvent est mise en place sur la tête des femmes à l'adolescence et espérer devenir libre au maximum. Voilà. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup Julie pour cette entrée en matière. Puis donc place au débat et donc je vais passer le micro à tous ceux qui veulent prendre la parole. Merci Julie. Je suis très ému d'avoir écouté ce que tu nous as confié et j'ai réalisé en cours de route que ma façon de considérer le patriarcat et de domination politique d'un système sur les femmes jusqu'à maintenant, jusqu'à t'avoir entendu, bien qu'en ayant réfléchi, ayant discuté avec des personnes, je voyais cette domination d'un point de vue masculin. Et je me dis que ce que tu fais là, c'est très utile. Je suis très touchée et je perçois ton émotion et je m'attendais pas du tout à ça. Je suis moi-même étonnée avec la facilité avec laquelle j'en parle ce soir. Je suis vraiment devenue à l'aise en fait avec toutes ces épreuves que j'ai eues au fur et à mesure de ma vie. Et je suis heureuse en fait que la sincérité et le témoignage puissent conduire justement à une réflexion profonde et que ça puisse susciter l'empathie de la part du coup des personnes de l'autre côté, de l'autre sexe, du coup des hommes qui se considèrent hommes. Donc merci beaucoup pour aussi toute ton empathie, je pense qu'il s'est passé quelque chose de fou en toi, je ne sais pas, mais merci pour ton écoute et du coup tu donnes du sens au déplacement que j'ai fait ce soir. Merci. Oui, merci beaucoup Julie, bien sûr, et puis non seulement merci, mais c'est synonyme de courage de ta part aussi de parler, parce que ça ne doit pas être évident, parce qu'en fait c'est une succession, il n'y a pas qu'une seule chose, il y en a plusieurs. Alors donc au bout d'un moment ça doit être usant, ça doit être éreintant, ça doit être le doute doit s'installer, a dû s'installer au sein de toi-même quoi en fait, et ça c'est catastrophique. Alors moi, mes questions étaient les suivantes. J'en avais plusieurs.
Comment on réagit déjà dans un premier temps autour de toi? Ta maman t'en a parlé, mais ton papa, point d'interrogation. Et puis peut-être la famille au sens plus large, mais t'en as pas parlé. Alors donc je sais pas si elle est nombreuse ou pas. Et surtout, comment as-tu fait pour à la fois déconstruire, te construire et te reconstruire? Enfin, voilà, parce qu'en fait, il y a les trois. Il faut se déconstruire, il faut continuer de se construire, mais il faut surtout aussi se reconstruire. Est-ce que tu as été soutenu par les institutions dont on entend parler d'une manière générale? Comment s'est comporté le milieu scolaire? Enfin, voilà, parce que ça, c'est important, parce que je sais pourquoi je pose la question. Enfin, déjà, ça fait beaucoup déjà de questions, mais en tous les cas, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Alors, par rapport à la place du père, mon père est quelqu'un de totalement déconstruit de base. Donc, malheureusement, il fait partie de ces adultes en fait qui n'ont jamais réussi à se construire lui-même. Donc, lui a vécu des violences déjà intrafamiliales très jeune. Et du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal déjà avec lui-même. Donc ça s'est passé quand mes parents s'étaient séparés. Ils se sont séparés à 12 ans, du coup, pour qu'on a fui les violences intrafamiliales avec ma mère. Du coup, que mon père causait, mais finalement, je ne lui en veux pas non plus parce que ça a été quelqu'un qui n'a pas trouvé les clés, qui n'a pas réussi à devenir, je pense, la personne qu'il aurait voulu être. Voilà, voir peut-être que ça l'a tellement touché, parce que c'est vraiment assez violent ce qu'il a vécu, que finalement, ça peut-être, je sais pas, mais peut-être que c'est pathologique. Pour ce qui est de la place de la famille, donc du coup, à cause de mon père aussi a des problèmes du coup avec l'alcool, ça va souvent ensemble. Mais du coup, avec cet alcoolisme, cette violence et cette espèce d'attitude pervers narcissique, il a éloigné ma mère en fait de sa famille. Et sa famille est complètement chaotique à lui aussi, du coup, à cause des violences intrafamiliales. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvés isolés. En fait, on n'a pas vraiment grandi avec la famille de ma mère. Donc moi, j'essaye de faire des liens, mais que, par exemple, ça faisait là cet été, au retour de mes partiels, je suis allée voir mes grands-parents pour la première fois maternelle de moi-même, en fait, parce que moi, j'étais aussi très vachée contre eux, parce que je m'étais sentie abandonnée, en fait, et pas du tout aidée par rapport à ce qu'on traversait. Mais ils ne voulaient pas non plus se mêler parce que c'était très compliqué, en fait, d'interagir. Ma mère subissait aussi des pressions et des violences lorsque, du coup, on allait chez eux. Donc, voilà. Par la force des choses, on n'a pas pu tisser un lien familial très tôt dans notre jeunesse. Et du coup, moi, j'ai pas pu en parler à mes grands-parents, par exemple, ou à mes tantes, ou j'ai pas été soutenue. Par rapport aux institutions, donc j'ai une fois en fait j'ai eu deux attitudes qui étaient qui étaient pas forcément adaptées, mais de toute façon à ce moment-là, moi j'étais tellement renfermée sur moi-même que établir le contact avec moi c'était très compliqué, hein. Il y en a une un jour qui m'a pris comme ça, mais devant toute la classe. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous sabordez, etc. Donc c'était absolument pas la manière de me parler. Et puis en plus de ça, les adultes, moi j'avais une défiance forte envers les adultes parce que du coup les adultes qui m'entouraient ne géraient pas du tout, quoi. Et en fait, je l'ai pas pris au sérieux et j'en avais strictement rien à foutre. Et un jour, je me suis aussi retrouvée, j'ai accompagné une amie. Donc je pense qu'ils en avaient parlé dans l'équipe éducative. J'ai accompagné une amie à comment ça s'appelle, l'infirmerie. Et en fait, l'infirmière a donné son Doliprane à mon amie et a commencé à m'interroger moi. Et elle m'a demandé si ça allait, etc. Et en fait, en insistant un petit peu, il y a eu des larmes qui ont coulé de mon visage, mais rien de plus. Donc j'ai pas pu. Et en fait, après ça, j'allais plus au lycée, donc on a perdu le contact. Et en revoyant des années plus tard, mon prof principal, il m'a dit je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Je voyais bien, mais au final, il n'y a pas eu d'actions qui m'ont permis de rester à l'école et d'être comprise ou accompagnée. Alors moi, j'avais une question aussi par rapport au mouvement MeToo. Est-ce que le mouvement MeToo t'a aidé en quelque chose ou pas du tout? Ou c'est quelque chose dans lequel tu t'es pas du tout reconnu? Ou qu'est-ce que ça a eu à voir là-dessus? Si tu peux nous en parler un petit peu
de qu'est-ce que c'était que ce mouvement MeToo? Pour vous parler du mouvement MeToo, il me semble que ça a commencé à naître du coup à Hollywood. Ce sont des actrices qui sont pleines de réalisateurs du coup qui ont une forte influence et un fort pouvoir sur le devenir des actrices et de leur carrière. Et du coup, par rapport à moi, j'étais contente qu'on en parle. Ça a été aussi... je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas seule. Donc ça a fait partie aussi des mouvements, d'organisation populaire qui m'ont fait me rendre compte qu'en fait, j'étais pas responsable de ce qui s'était passé. J'ai eu nombre... après, ça m'a aussi quand même pas mal renvoyé aussi à ce que je vivais, donc toutes ces informations, etc. Parce que forcément, je sais que sur les réseaux sociaux, c'est un endroit où je m'informe énormément, mais bon, de manière raisonnée quand même. Mais il y a pas mal de groupes féministes, il y a pas mal de choses en fait qu'on voit pas dans les médias traditionnels. Et c'est vrai que ça me renvoyait assez à mon histoire et ça peut être compliqué parfois. Ça m'a aidé à pas me sentir seule, mais en même temps, ça m'a aussi beaucoup ramené le fait qu'on en parle beaucoup, mais je pense que c'était nécessaire. Alors, moi je disais tu, mais vous aussi, évidemment. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Ça, c'est une question. Et puis, ensuite... au niveau des études, justement, ça vous a mené plutôt vers quelles études après le master actuel? C'est dans quel cadre? C'est ça, c'est un master, hein? Non, je suis en licence 2 actuellement. Licence 2, alors oui. Dans quel cadre, dans quelle spécialité? Et alors, comment comment vous avez fait pour aboutir ici dans un lieu accueillant dans les réseaux d'échange de réciproque de savoir? Ça, c'est ma curiosité en plus. En fait, je me rends compte que j'ai répondu qu'à 2 de vos questions. Alors, pour répondre rapidement, j'ai un petit frère qui aujourd'hui a 18 ans. Donc, je suis l'aîné de ma famille. C'est très marrant ta question que vous posez parce que en fait mes études je les ai choisies pour dire un peu merde aussi à ce qui m'est arrivé. J'ai été en bac scientifique et il s'avère que c'est les mathématiques qui ont cristallisé en fait tout mon échec scolaire. Donc énormément de souffrance, énormément de manque d'estime que je vis encore aujourd'hui, hein. Des fois franchement je suis là et je m'insulte moi-même, je me dis je suis vraiment nulle. Mais il faut pas laisser ce genre de petites voix, dans sa tête dévalorisantes. Il faut déconstruire ces voix-là, ne pas les écouter et les faire sortir de sa tête en comprenant que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, mais qui a été mis dans notre tête. Voilà. Donc c'est pas facile, la preuve, hein, j'ai encore des séquelles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais des maths et de l'informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Et comment j'ai fait pour arriver aux réseaux d'échange réciproque de savoir? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai passé mon bac en candidate libre. À ce moment-là, j'habitais chez l'amie que j'avais rencontrée justement quand j'avais témoigné de ce viol au théâtre de la Colline. Donc l'une des 2 Léna, et en fait, on est devenus très très amies et elle a compris que chez moi, c'était un peu compliqué. Moi, j'étais énormément en conflit avec ma mère aussi parce que je m'étais sentie délaissée et pas du tout soutenue ou pas du tout accompagnée. Mais bon, elle aussi, elle devait se reconstruire de ce qu'on avait vécu avec mon père. Donc finalement, c'était compliqué pour elle aussi. Et j'ai fait mes vœux n'importe comment et je suis allée finalement à 2 stations de métro. Moi, j'habitais à Porte de Champéret à ce moment-là chez Léna du coup, et là il y avait ma fac à Malesherbes. Donc je suis restée 6 mois parce que les lettres modernes c'était pas ma vocation. C'était intéressant, c'était très intéressant, mais c'était pas ma vocation. Moi, ma vocation c'était le social en fait. C'était quelque chose qui était important pour moi. Et en fait, du coup, au lieu de rien faire, parce que je n'ai jamais rien fait, même quand j'étais mal, je suis partie travailler. C'était important pour moi. Je me l'autorisais pas. J'ai décidé de revenir du coup dans mon 91 et de m'investir dans différentes associations et j'ai connu les réseaux d'échange réciproque de savoir à ce moment-là et notamment Jérémy qui se plaît à raconter régulièrement comment est-ce que j'ai connu les réseaux d'échange réciproque de savoir. Donc je lui laisse la parole parce qu'il le fait tellement bien. Bon, alors si je suis pris comme ça. Alors il se trouve que le conseil départemental de l'Essonne a mis en place un dispositif qui s'appelle le tremplin citoyen.
Le tremplin citoyen, c'est pour les 16-25 ans qui veulent faire 40 heures de bénévolat dans une association et en échange, le conseil départemental leur verse 400 € pour financer le permis de conduire, le pass Navigo, les études, etc. Et il se trouve que notre association avait mis une petite annonce, comme il se doit, sur la plateforme dédiée pour demander s'il y avait des personnes qui voulaient venir faire un tremplin citoyen chez nous. Et donc, Julie est tombée sur cette annonce et nous a pas contactés. Elle s'est dit, tiens, c'est intéressant que cette démarche. Et elle a découvert, elle a été chercher sur Internet ce que c'était les réseaux d'échange réciproque de savoir. Elle est tombée sur l'association nationale. Et puis, Julie, vous voyez un petit peu le tempérament qu'elle a. Elle a appelé carrément. Et donc, elle est tombée un moment sur la présidente de l'association nationale qui a dit, ah bah écoute, si tu veux venir, ça tombe bien. Il y a un interréseau sur l'éducation qui va s'organiser. Il y a tous les réseaux de France qui sont invités à y participer. Tu peux venir et contribuer. Donc, il se trouve que moi-même, j'étais présent à cette réunion. Donc, on avait passé toute la journée, on a discuté bien, je trouvais Julie très intéressante, je pense que la réciproque était aussi vraie parce qu'on a bien matché tous les deux. Et à la fin de la journée, on discute, je lui demande comment elle est arrivée là, et elle m'explique la situation. J'ai vu une annonce sur le truc, j'ai dit oui, mais c'est moi qui avais posté l'annonce. Et voilà, la boucle était bouclée. Julie est devenue une bénévole investie et concrète pendant de nombreuses années. N'a pas fait finalement son premier tremplin citoyen ici, mais on a fait un deuxième un peu plus tard. Voilà, et a vraiment participé fortement à la vie des mises en relation, des échanges de savoir et de tellement d'autres choses. Voilà, donc c'est une belle aventure. Puis j'aimerais rajouter aussi pourquoi les réseaux d'échange réciproques de savoir, c'est un lieu alternatif à l'éducation. Et moi, j'ai toujours aimé apprendre, mais du coup, avec la relation que j'ai à l'école, j'étais pas trop fan de l'école. Mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je l'ai vraiment ressenti comme une exclusion. Puis l'école, de toute façon, c'est extrêmement exclusif. Hein. Il y a les bons, il y a les mauvais. Et puis du coup, voilà, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent. Et puis il y a ceux qui auront une estime de merde toute leur vie, et puis des boulots qui leur plaisent pas parce que ils ont pas réussi, ils ont pas accroché avec la manière dont l'école fonctionne, ou voilà, on les a pas mis en valeur, ou ils ont eu des problèmes personnels comme moi j'en ai vécu. La liste est hyper longue en fait, et ça nous met dans une espèce de truc où on n'a pas le droit à l'erreur. Par exemple, moi, mon père, qui vivait énormément de violence chez lui, il a arrêté l'école en 5e. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours porté en moi. Donc déjà en 3e, je commençais un peu à décrocher des cours, mais malgré ça, j'avais quand même des capacités. Donc je suis passée en général et j'ai choisi la bac scientifique alors que j'étais plutôt moyenne parce que je m'investissais pas trop non plus. En fait, j'aimais pas l'école, et puis là, le fait de me retrouver totalement exclue à cause de quelque chose qui m'était arrivé, je pense que ça m'a totalement éloignée finalement. Et quand j'ai vu en fait le réseau d'échange réciproque de savoir, je me suis dit ouais, c'est trop chouette parce que en fait notre vie d'apprenant, elle s'arrête pas à l'école. On continue à apprendre toute notre vie, on a le droit d'apprendre et de nous épanouir intellectuellement toute notre vie. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super en fait, et je me suis dit j'ai envie de m'investir là-dedans, et voilà, je suis rentrée en contact. Alors Julie, moi j'ai une question, j'espère qu'elle n'est pas indiscrète. Si tu as réussi à dépasser ta relation avec les garçons, si tu as des copains, si tu as réussi à te libérer de ton expérience malheureuse. Ça a été un long chemin de croix. D'abord, j'ai eu des attitudes autodestructrices, c'est-à-dire que je m'imposais des rapports sexuels à moi-même que je n'avais pas forcément envie. Donc je me faisais revivre en fait ce que j'avais déjà vécu plusieurs fois. Et petit à petit, au fur et à mesure en fait d'expériences malsaines, je me suis dit en fait stop. Et du coup, j'ai réussi petit à petit à me cadrer en me disant mais en fait je peux plus me faire vivre des choses comme ça. Il faut que j'avance. Et il y a eu un événement, un moment qui est arrivé tellement au summum en fait de la souffrance que je pouvais supporter moi-même. Je me suis dit stop, c'est bon. Maintenant tu te prends en main et tu arrêtes. Et aujourd'hui j'ai un copain, ça se passe très très bien. J'ai réussi à devenir épanouie sur tous les plans.
Voilà. Et petit à petit, je réapprends. Enfin, j'ai réussi à réussir à me comment dire, quel mot je peux utiliser? Réapprivoiser, mon corps en fait, qui devait être le mien dès le départ. Donc voilà, je me sens de plus en plus épanouie. J'ai réussi à me construire ma bulle de sécurité entre guillemets dans cette société qui a été assez pénible pour moi. Voilà. Donc moi, pour me sortir de mon émotion, je voudrais citer, en lien avec ce que tu dis, le média féministe belge Axel, qui profite de la Saint-Valentin pour dire que la Saint-Valentin, bon, c'est, comment disent-ils, l'amour rime avec inégalité, des institutions jusqu'au lit. Avec quelques miracles glorifiés par-ci par-là pour continuer à y croire. Mais les histoires silencieuses commencent à parler et les cartes sont petit à petit rebattues. Plus exactement, les féministes rebattent les cartes du jeu, les cartes du mariage, les cartes de l'hétérosexualité, les cartes des relations sexuelles et du désir. Elles pensent, comme vous le verrez au fil de ces pages, donc du magazine de ce mois-ci, elles pensent l'amour en sorcière, elles l'écrivent, elles le décortiquent, elles le révolutionnent. Elles balancent les violences intimes, si politiques. L'amour au temps du patriarcat, bientôt le dernier épisode, se demande la journaliste Axel. Je pense que ça commande bien ce que tu viens de nous raconter. C'est très beau. Effectivement, et c'est vrai que quand tu m'as dit, tu as dit Saint-Valentin, je me suis dit oula, fête commerciale, hétérosexualité, etc. Et non, en fait, c'était une façon d'en parler pour le déconstruire. Et du coup, je suis heureuse de savoir ça. Par contre, il y a une féministe très célèbre. Il me semble que c'est Simone de Beauvoir qui disait « Attention à vos droits, il ne suffira que d'une crise pour que ceci soit remis en question. » Et que l'histoire, ça a été éternellement des avancées et des retours en arrière. J'aimerais beaucoup que les anciennes mœurs, les anciennes institutions culturelles, patriarcales s'en aillent et qu'on puisse enfin vivre notre vie tranquillement, de manière libérée et sans oppression. Mais comme on le voit sur le retour de la scène médiatique, par exemple, si je pense par exemple au discours de Zemmour, on voit clairement quelle place il laisse aux femmes. Mais effectivement, j'aimerais que les femmes se laissent de moins en moins faire et parlent de plus en plus. Alors, encore une question d'ordre beaucoup plus général. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'espace rue et de la liberté de conscience, justement, dans cet espace rue. Alors, évidemment, nous toutes, surtout... et tous là adhèrent, je veux dire, je pense en tous les cas. Mais comment faire pour est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez des idées pour comment faire pour annihiler justement toute cette violence latente qui existe dans cet espace rue, d'accord? Et comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme action pour que justement que ça n'existe plus? On va pas rêver, on va pas être dans l'absolu totalement, mais ce serait l'idéal. Mais en tous les cas, le diminuer parce que une femme sur 5, c'est énorme. Enfin voilà. Donc comment faire et est-ce que vous avez des idées? Voilà. Parce que je pense que vous y avez pensé. Alors, une femme sur 5, c'est la statistique pour dire qui dit qu'une femme sur 5 se fera ou s'est déjà fait violer dans sa vie au moins une fois. Par contre, les harcèlements de rue, ça concerne 100% des femmes. À court terme, je ne sais pas. Il y a énormément de choses qui ont essayé d'être mises en place, des bracelets de sécurité, des applications, le gouvernement qui a mis en place du coup qui a pénalisé, ou je suis pas très calée sur tout ce qui est juridique, mais en tout cas il y a eu des choses qui ont été faites avec la loi Schiappa là pour les violences dans la rue. Mais moi je pense au long terme, et je pense que ce qui révolutionnera vraiment l'occupation de l'espace et qui le rendra égalitaire entre femmes et hommes, c'est l'éducation des garçons. Non, je compatis en fait à votre témoignage. En même temps, j'ai exercé pendant plus de 40 ans le service social au conseil départemental de l'Essonne, justement. Donc, j'ai travaillé sur des
Grédilla On Board, c'était mon premier poste au service social. Ensuite, sur les Tarterets, mon conseil. Donc, en maison départementale des solidarités, on rencontre énormément de situations, je dirais, un peu similaires à la vôtre. On a vécu aussi le cas d'hommes battus. Ça, on en parle très peu. La violence sur les enfants, bien évidemment. Voilà. Après, moi, je suis pas spécialement pour le fameux mouvement MeToo. Bon, qui déclare comme ça, balance ton porc. Moi, j'ai du mal à amalgamer, à mettre tous les hommes quand même dans le même sac. Voilà, c'est un mouvement de femmes, bon, qui peut libérer effectivement la parole, mais j'estime quand même que les médias en parlent beaucoup. Enfin, on en parle beaucoup, contrairement à des décennies où ça se faisait et ça restait quand même très très tabou. Les femmes, je pense que beaucoup de femmes sont dans votre situation. Beaucoup sont encore enfermés dans leur souffrance et qui n'arrivent pas du tout à libérer la parole pour le coup. Voilà, je dirais que c'est un combat qui sera encore très long. Changer les mentalités, ce serait l'idéal. Moi, au vu de ce que je côtoie tous les jours, surtout dans ce type de quartier, je suis plutôt pessimiste. Effectivement, oui, je pense que les situations sont... Comment dire, les choses que j'ai rencontrées sont beaucoup plus communes qu'on ne veut le croire. Vous l'avez croisé dans votre travail. Et j'entends, et c'est souvent l'argument, en fait, enfin, pas un argument, mais finalement, quelque chose qui explique que des femmes n'adhèrent pas justement au féminisme, ou là, comme vous, à Balance ton porc. En fait, l'idée, ce n'est pas de regarder les hommes et de les condamner de manière individuelle, de les essentialiser, en fait. D'aller voir un homme et de lui dire « écoute, tu es un homme, donc tu te comportes comme ça ». Par contre, ce qui peut être un peu plus intéressant, c'est de comprendre les constructions culturelles dans lesquelles nous évoluons tous, qui font que du coup, nous avons des postures malgré nous, des constructions de genre, le fait que du coup, on voit une femme comme une femme, parce que socialement, c'est ce qui a été, ce qui nous a été inculqué. Le fait de voir un homme comme un homme, parce que socialement, c'est ce qui a été inculqué. Et du coup, au final, l'idée, c'est pas de dire que tous les hommes sont violents, que tous les hommes sont dans une posture, mais qu'ils baignent dans la même culture que nous, une culture qui, nous, femmes, nous maintient culturellement à un certain rôle, et que hommes les maintiennent à un certain rôle également, et que dans ce cas-là, vu qu'on est quand même sous une domination, c'est plutôt les femmes qui trinquent et les hommes qui bénéficient de ce rapport entre ces deux groupes sociaux. Et pour MeToo, effectivement, moi aussi, je pense que ça a permis à énormément de femmes, dans énormément de milieux, parce que des MeToo, ils ont été déclinés, mais je crois qu'on ne peut même plus les compter. Ça a permis à énormément de femmes de parler de leurs souffrances et surtout de ne plus de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, parce qu'en fait, à partir du moment où on dénonce et qu'on dit que c'est immoral, et c'est là que finalement on rentre dans un changement des mentalités. Et par rapport au quartier et aux mentalités, on a parlé d'éducation. Je pense que oui, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de faire en sorte que chacun ait accès à l'éducation, qu'on développe l'empathie des hommes envers les femmes, des femmes envers les hommes, mais surtout là, du coup, dans ce cas-là, des hommes envers les femmes, pour qu'ils puissent se rendre compte, en fait, de ce qu'ils nous font vivre de manière plus ou moins consciente. Julie, d'abord, un grand merci pour votre témoignage, qui était très émouvant et en même temps très intéressant. Ce qui m'a surpris surtout, d'abord, c'était bien que vous refaisiez un petit peu l'historique de votre histoire dès le plus jeune âge et tout. C'était de réaliser, comme vous dites par exemple en maternelle, la main sur les fesses du petit garçon, mais tout ce que ça implique et tout ça. Et on revient à la question que vous disiez de l'éducation. Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, où beaucoup de familles sont quand même moins le style patriarcat, etc., mais que quand même on retrouve encore tout cet aspect-là. Et bon, comment arriver à le modifier, je ne sais pas. Et du coup, ça me faisait penser à une réflexion, mais je ne sais pas si c'est un lien avec ça. Dans les pays nordiques, entre autres en Norvège, la première année, l'enfant, il est qu'avec ses parents, le père et la mère, enfin l'un ou l'autre. Le principe étant qu'il y a une année, si on peut dire, comment on appelle ça, congé parental, si on peut dire, où le père doit obligatoirement prendre 3 ou 4 mois. Donc évidemment, la mère prend les premiers mois puisqu'il y a l'allaitement, etc. Et après, c'est le père.
Et pour avoir vu de près une famille vivre comme ça, à savoir ma fille, c'est le père, quand ensuite c'est lui qui est à la maison, il fait tout. C'est-à-dire, on va dire le ménage, les courses, la cuisine, etc. Et puis évidemment s'occuper de l'enfant. Et ce qui était amusant, c'est que quand ma fille a repris le travail et que c'est donc le père qui a pris la suite, elle nous disait le soir, quand elle arrivait, il disait « je suis épuisée ». Mais c'est pas possible, je suis épuisée. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est de se dire, ça donne, alors ça n'a rien à voir avec la violence là-dessus, mais ça peut donner une autre idée, c'est-à-dire que d'habitude, on apprend le principe, c'est la femme quand elle revient, elle va faire la cuisine, le ménage, pourquoi s'occuper des enfants et tout. Mais là, le père, il fait tout. Et qui s'aperçoit que c'est finalement épuisant et que c'est vraiment beaucoup de choses. Alors est-ce que ça peut avoir des implications par la suite ? Je ne sais pas. Mais ça m'intéressait de vous entendre parce que du coup, je me dis, c'est un point que j'essaierai de creuser pour voir si ça peut être une des pistes. Enfin, voilà. Et en tout cas, un grand merci. Merci à vous. Moi, je trouve ça très, très pertinent d'interroger justement la reconnaissance du travail domestique. Parce que je crois que c'est de ça dont il est question. Et du congé parental, du coup, à égale partie pour les hommes et pour les femmes. En fait, ce dont vous venez de parler, c'est la remise en question du rôle reproductif que l'on donne à la femme culturellement et du rôle productif que l'on donne à l'homme culturellement. Le rôle productif, c'est le fait d'appartenir à la sphère économique. Le rôle reproductif, c'est le fait d'appartenir à la sphère domestique. Et du coup, au final... je ne sais pas si certains ont fait des études de sociologie ou s'y sont intéressés, mais les femmes ont été longtemps invisibilisées parce qu'elles restaient en fait dans la sphère domestique. Parce que quand les sociologues souhaitaient aller faire des études, ils se retrouvaient en fait face à des hommes parce qu'ils avaient l'accès en fait vers ce groupe d'hommes parce que les femmes ne sortaient pas de chez elles n'étaient pas en association, etc. Et du coup, le lien que je ferais entre les violences éventuelles et la question du travail domestique et du congé parental, c'est que en fait, les femmes ne sont plus recluses chez elles. Elles ne font plus partie uniquement du travail domestique ou reproductif, du coup. Celui de s'occuper des enfants, du vieillard, celui de s'occuper de la maison. Et bien du coup, vu qu'elles appartiennent à la sphère économique, ça fait partie justement de la dénonciation de ces violences. Encore une fois, le fait de partager le travail, le fait de se mettre à la place de la femme, mais là de manière totalement matérielle, ça construit l'empathie des hommes envers les femmes et ça remet les pendules à l'heure pour tout le monde. Moi, ce que j'analyse aussi dans ce discours, dans ce témoignage, c'est finalement, on parle beaucoup dans notre émission de laïcité, et on en a parlé depuis l'existence, cette liberté de conscience, et souvent on associe la laïcité avec les religions et autres. Comme quoi, la liberté de conscience ne touche pas que le monde religieux, et montre aussi les limites d'une société patriarcale dominante qui détruit tout. On voit quelques chiffres, toutes les 10 minutes, une femme se fait violer en France. Tous les 3 jours environ, une femme se fait tuer sous les coups de son conjoint. L'écart de salaire entre hommes et femmes en France, il est d'environ 27%. Dans un couple hétérosexuel, 80% des tâches domestiques sont faites par la femme. Alors ça, c'est des chiffres qui nous assomment, surtout qu'on est en France et on se dit, voilà. Et bien cette liberté de conscience, elle part aussi à se dire comment on va dépasser ces problématiques. Et je pense qu'effectivement, la notion des congés parentaux, c'est une des clés d'entrée majeures pour dire on va mettre les couples, quel que soit leur sexe, au même niveau, et même niveau de responsabilité, et en capacité de pouvoir assumer la progéniture. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. C'est absolument pas le seul, c'est sûr, mais c'est déjà un élément de réponse. Comment lutter pour préserver notre liberté de conscience? Comment reconstruire notre liberté de conscience? Julie, c'est ça aussi que je te demande. Comment on reconstruit sa liberté de conscience après tout cela? Du coup, j'en avais un petit peu parlé vers la fin de mon intervention. C'est le déconditionnement en fait de toutes ces valeurs qui nous sont introjectées dans la tête sans qu'il n'y ait consentement et finalement qui nous sont rappelées régulièrement par différentes violences, que ce soit des blâmes jusqu'à des choses beaucoup plus violentes physiquement.
Et du coup, je pense qu'à court terme, c'est de pouvoir s'en libérer individuellement, pouvoir se rapprocher aussi de groupes, de personnes qui ont réussi aussi à déconstruire pour concrétiser, on va dire, sa sphère de réalité, parce que sinon, finalement, on peut se dire qu'on est un peu... ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans certains moments de ma vie, de retourner dans des milieux, parce que se reconstruire aussi, c'est quitter de certains milieux pour aller dans d'autres. Et finalement, le fait de pouvoir, côtoyer un certain monde, ça permet de concrétiser finalement la liberté. Parce que se libérer dans sa tête, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir se libérer à l'extérieur et le concrétiser par un entourage social qui nous permette justement de grandir, d'évoluer vers quelque chose, vers notre liberté, vers ce que l'on a profondément envie, ce vers quoi on a profondément envie de tendre. Et ensuite, à long terme, encore une fois, des combats politiques. Là, on en a parlé d'un. Le fait de mettre vraiment d'égal à égal hommes et femmes avec le congé parental. Donc voilà, c'est réfléchir la sphère économique parce que ça en fait partie. Et également combattre, militer pour changer les mentalités et réduire le patriarcat à une vraiment petite minorité et faire de la majorité, du coup, l'égalité homme-femme. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des problèmes dans les transports. Les femmes qui se faisaient toucher, frictionner, et d'une façon maladroite, très désagréable. On entendait dans les médias. Mais j'ai l'impression qu'il y a longtemps qu'on n'en parle plus. La question que je me pose, est-ce que ça a été résolu? Est-ce que c'est moins important à présent? Mais ça me vient à l'esprit depuis tout à l'heure. Alors, par rapport à cette question-là, je sais pas si ça a été résolu parce que je suis pas partout. Je pense pas que ça a été résolu. Par contre, j'ai vu dans certaines villes des campagnes politiques qui étaient très intéressantes, comme à Toulouse, par exemple, où on condamne frauteur est égal criminel, par exemple. C'est ce qu'on peut lire en fait dans les couloirs du métro de Toulouse, sur la ligne A et B, je crois, pour ceux qui connaissent. Donc à Paris, je crois que non. Enfin, je crois qu'il n'y a pas ce genre de... En tout cas, je ne l'ai pas croisé de manière aussi grande. Mais Toulouse, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de très progressiste en fait dans cette ville. Donc voilà. Mais je ne pense pas que ces problèmes-là soient résolus malheureusement. Et que les médias soient vraiment un reflet de la réalité également. La question que je voudrais poser, c'est finalement reprendre les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Parce que la question de fraternité, elle se pose finalement. Comment on crée un monde fraternel face à des situations de violence faites aux femmes? Alors Julie, finalement, qu'est-ce que c'est pour toi cette fraternité et comment tu la définis et qu'est-ce que tu aurais à en dire? La fraternité, lors de la construction du coup de cette devise, il me semble que les femmes étaient plutôt exclues du coup du banc politique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a déjà du mal avec la fraternité entre hommes parce qu'il y a énormément d'intérêts différents, d'intérêts antagonistes. Et du coup, on retrouve des intérêts antagonistes aussi entre le groupe dit hommes et le groupe dit femmes. Est-ce que véritablement une fraternité existe? Moi, je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de faire en sorte qu'il y ait déjà une sensibilité à la souffrance, ne serait-ce que dans la rue, quand une femme se fait agresser, qu'il y ait un homme qui dise non, ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas en fait accepter ça. Et puis c'est une question que tu poses aussi dans un moment où il y a l'individualisme qui devient de plus en plus fort en fait. Donc c'est vrai que pour quelqu'un, on va dire, je pense de ma génération, et encore, je ne parle qu'en mon nom. Malheureusement, cette notion de fraternité, j'ai l'impression qu'elle ne nous a pas été transmise. Et puis voilà, après, moi, ce que j'aimerais, c'est que les hommes aient plus d'empathie envers les femmes. Et ça existe. Et je connais des hommes très empathiques et très sympathiques.
Et voilà, mais j'ai croisé malheureusement, et je connais aussi des hommes qui penchent plus du côté de la misogynie. C'est juste un témoignage personnel. Samedi dernier, je suis sortie de chez moi, il faisait noir. Et à un moment donné, je n'ai pas regardé par terre et je me suis cassé la figure. Et bon, je suis quand même une personne du 3e âge, cheveux blancs. Et alors, tout de suite, une voiture s'arrête. Madame, vous vous êtes fait mal? Alors moi, je suis assez habile, je me suis redressée aussitôt, je ne m'étais pas fait plus mal que ça. Et je me suis aperçue que derrière, il y avait une voiture qui s'était rabattue et qui probablement avait la même intention de me demander si je m'étais fait mal. Et cela m'a beaucoup touchée, parce que c'est vrai que le monde est fait de différentes personnes, mais je trouvais ça très touchant. Je trouve ça également super. Moi aussi, lors d'une agression dont je n'ai pas parlé dans la rue, j'ai eu un homme qui est venu à mon secours aussi. Mais ça, j'en parlerai dans un second temps. Mais par contre, il y a eu un fait c'est pas un fait divers, c'est un fait de société en fin de compte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce photographe du coup qui, pareil, faisait partie qui avait un certain âge et qui est tombé. Comme ça arrive régulièrement à cet âge-là, en plein Paris, et qui est mort en fait d'hypothermie parce que personne ne s'est arrêté, alors que apparemment il y avait une flaque de sang au niveau de son crâne, il avait un traumatisme crânien. Personne ne s'est arrêté pour le relever, alors que c'était un quartier fréquenté. Donc je suis heureuse que vous ayez eu cette entraide et du coup cette fraternité, comme quoi il ne faut pas, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Et je suis heureuse. Et moi aussi également, une fois ça m'est arrivé, je pense que je me serais retrouvée dans une drôle de situation si quelqu'un n'était pas venu à ma rescousse. Je marchais, je ne sais pas si certains connaissent le chemin qu'il y a derrière l'URSA pour aller vers la gare Bois de l'Épine, qui est assez isolée. Et je marchais et j'étais très pressée et je devais doubler un groupe de garçons. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mis à commenter les formes de mon corps. Moi, ça m'a rendu furieux. Je me suis retournée et je leur ai demandé ce qu'ils avaient dit. Et en fait, il y en a un qui m'a pris au cou, l'autre qui a commencé à me tirer les cheveux. Ils étaient une dizaine. Il y en avait certains qui disaient arrête, arrête, arrête. Et puis il y a eu quelqu'un d'autre derrière un homme qui ne faisait pas partie du groupe, qui est arrivé en courant, qui a dit arrêtez, qu'est-ce que vous faites, etc. Et qui m'a un peu sorti de là en fait. Parce que cette fois-ci, j'avais décidé de ne pas me taire. Et pendant que, du coup, je récupérais mes cheveux à la main, parce que quand je passais mes cheveux, j'avais quand même j'avais une boule de cheveux qui était... Enfin, je m'arrangeais un peu, quoi. En fait, il commence à se dire oui, moi, je suis en chaud. J'ai fait telle année de prison, et puis l'autre qui renchérit, moi j'en ai fait 3 et là j'ai du sursis, alors fais pas le show avec moi, etc. Enfin bref, je me suis retrouvée dans ce truc-là et en fait on se rend compte à quel point il y a une certaine mentalité, une valorisation de la violence chez les hommes. C'est dingue en fait. C'était ridicule. Moi j'étais en train de ramasser mes cheveux qui étaient arrachés du coup, et eux ils étaient en train de comparer possiblement des scènes de prison fictives qui devraient qui les légitimaient en fait, dans leur virilité et dans leur dangerosité. Je réussis ce groupe part. Moi, le garçon, m'accompagne un petit peu sur le chemin parce qu'il habitait à la ferme du Temple et moi, j'habitais un peu plus loin. Et en fait, il me demande si ça va, il me demande comment ça s'est passé. Et moi, je lui raconte, etc. Et le seul moment où j'ai commencé à m'écrouler, c'est quand j'ai senti des sanglots de ma voix. Je me suis dit, mais en fait, on me fait subir ça parce que je suis une femme. Et là, j'ai senti vraiment. Il y avait quelque chose vraiment qui était très, très, très lourd, en fait. Parce que, bizarrement, j'étais restée droite. Hein. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas été effrayée ou quoi que ce soit. Enfin, je savais qu'il y avait danger. Mais du moins, j'ai pas perdu mes moyens. La seule chose qui m'a fait perdre mes moyens, c'était le fait de me dire que je vivais potentiellement quelque chose qu'en fait, je ne méritais pas et qui était dû à mon sexe. Je voudrais parler d'un numéro de téléphone très important, me semble-t-il, c'est le 3919. Parce que le 3919, c'est le numéro d'appel pour les violences conjugales, les violences
faites aux femmes, aux enfants. Donc c'est un numéro qui est national, qui est unique. N'importe qui peut appeler ce téléphone sur n'importe quel combiné. C'est complètement gratuit. Et en plus, le numéro de téléphone ne sera pas enregistré sur la facturation. Et ça, c'est important parce que dans des situations difficiles, dans certains couples, on peut voir que les numéros de téléphone peuvent apparaître sur les factures et donc retomber sur la violence contre la femme de nouveau. Et ce numéro n'apparaît pas. Donc c'est important, si vous connaissez des personnes qui sont victimes, si hélas vous êtes vous-même bourreau aussi, ils accueillent aussi des appels de personnes comme ça. N'hésitez pas, le 3919 c'est un numéro qu'il faut partager. Et si vous vous trompez, que c'est pas exactement le bon numéro, vous appelez parce que c'est violences faites aux enfants, vous inquiétez pas, vous êtes redirigé. Donc n'hésitez surtout pas à communiquer sur ce numéro. Donc c'est des appels gratuits, c'est ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h et les jours fériés de 10h à 20h. Donc n'hésitez surtout pas à communiquer ce numéro. Merci en tout cas pour votre témoignage. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est le fait, si on revient sur cette période douloureuse du viol, et d'avoir tout mis de côté comme si ça ne s'était pas passé. Et une fois qu'il y a eu cette reprise de conscience, vous en aviez parlé tout à l'heure, vous n'avez pas porté plainte, mais à partir du moment où vous avez repris conscience, vous avez parlé aussi de votre mère qui vous a mal comprise. Je sais que c'est sûrement très difficile, mais je pense que la démarche, pour que vous ne soyez pas en tant que victime, il faut absolument le faire. Vous avez encore le temps de le faire. Moi, juste pour la petite anecdote, si on peut dire, de temps en temps, je vais au tribunal judiciaire à Ivry pour assister à certains procès en cour d'assises. Et là, pratiquement tous les procès qu'il y a, c'est sur les viols. En viol incestueux ou viol, un viol en tout cas. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a une libération de la parole et d'aller jusqu'à la procédure. J'ai assisté à très peu de procès sur les viols. C'est très difficile. Enfin, de toute façon, quels que soient les procès en cour d'assises, ils sont toujours très difficiles. Mais je pense qu'après, les victimes se sentent soulagées. Bien sûr, il y a des moments très difficiles parce qu'il faut qu'elles redisent tout ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est pas évident. Mais voilà, j'aurais tellement voulu que vous fassiez cette démarche. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que je veux faire cette démarche ou pas ? Pendant longtemps, j'ai eu envie de le faire parce que j'avais besoin en fait d'une reconnaissance de la société qui passait du coup par cette reconnaissance judiciaire. Et il n'y a pas eu vraiment de prise de conscience. J'y ai pensé tous les jours depuis que ça m'est arrivé. Même aujourd'hui, j'y pense peut-être un jour sur 2 ou un jour sur 3 vraiment quand je suis occupée. Mais c'est quelque chose, une fois que c'est arrivé, on y pense tout le temps parce que ça a eu énormément d'impact. En tout cas, moi, ça a eu énormément d'impact sur ma vie. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pas porté plainte ? Parce qu'il y a les bons et les mauvais viols. Voilà. Il y a des viols qui sont reconnus, par exemple, dans la rue, le soir. Voilà. C'est un viol. Et puis, comme ça s'est passé, par exemple, chez moi, je me suis dit et toute cette culture dont j'ai parlé, qui s'appelle la culture du viol, je me suis dit que je ne serais pas entendue et que j'allais être remise en question. Et ça aurait été d'autant plus désastreux pour moi. Sachant que aujourd'hui, aujourd'hui j'ai un équilibre, mais j'aurais pas eu la foi en fait que quelqu'un vienne remettre en question et vienne du coup exacerber mes souffrances en fait à ce moment-là. Je n'ai pas d'argent, je suis étudiante, du coup j'ai pas la possibilité de me payer un avocat. Il faut que je fasse des démarches, il faut que j'apprenne à connaître ce monde, il faut que je sache oui ou non comment en fait ça fonctionne et quel intérêt ça va m'apporter. Il va falloir que je revoie cette personne que je n'ai pas envie de revoir, que je n'ai plus envie de revoir, que j'ai croisé beaucoup trop de temps parce que c'était quelqu'un qui habitait dans ma ville en fait, que j'ai croisé régulièrement et qui à chaque fois me remémorer cette scène. Et je croisais également son entourage qui eux appliquaient du harcèlement du coup sur ma personne pour me faire taire. Il y a aussi quelque chose qui m'a pas encouragée à le faire, c'est justement cette Léna que j'ai rencontrée, chez qui j'ai vécu pendant quelques temps et du coup qui elle avait vécu un inceste
Et elle, en fait, même un inceste, il y a eu un non-lieu en fait à son procès. Donc à partir de là, j'ai pas trop, voilà, j'ai eu envie plusieurs fois. Je suis partie à Évry, pareil, j'ai fait la démarche d'aller voir comment se passait un procès. Donc j'étais avec une amie, je lui ai pas dit pourquoi. Mais j'avais envie de voir comment se passait un procès pour me dire je pouvais me projeter, etc. J'ai été également à un autre moment de ma vie à aller prendre des renseignements pour porter plainte, etc. Mais c'était beaucoup trop léger pour moi. Voilà, on m'a dit essayez, vous verrez. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'en fait, ça m'a tellement bouffé, ça m'a pris tellement de temps. J'ai tellement j'ai tellement envie de réaliser d'autres choses que je n'ai plus envie de passer, ne serait-ce qu'une seconde, à me dire. Je vais faire de la paperasse pour ça, ou je vais affronter ça. J'en ai ras la casquette. Je veux passer à autre chose. Et d'ailleurs, en venant ici, j'étais pas très tranquille. Je me suis dit, franchement, je vais encore remuer des choses, etc. Et je suis étonnée de voir à quel point j'en parle en fait de cette manière. Et je suis heureuse d'avoir un public aussi bienveillant. Et je m'étais dit que ça serait peut-être la dernière fois que je témoignerai, parce que voilà, j'avais vraiment envie de passer à autre chose en fait. Ça fait plus partie de ma vie. C'est terminé. Et je sais que cette personne d'ailleurs elle s'est excusée 1 an et demi après. Aujourd'hui, si je devais la croiser, elle baisserait la tête. Alors j'ai une question à vous poser. En dehors de l'aspect juridique, vous êtes une victime, et je reviens très rapidement sur ce que vous venez de dire concernant le fait de ne pas porter plainte, parce que vous avez peut-être aussi effectivement, plus ou moins ce qu'on comprend, le sentiment finalement d'être coupable d'une certaine façon. C'est ce qu'on peut entendre parfois, ou une espèce de culpabilité, puisque vous dites que ça s'est passé chez vous. Et sur un plan hors juridique, quelle différence quand on est victime comme vous, et quelle est votre définition de l'agression sexuelle et la définition du viol? Parce qu'il y a une sorte d'amalgame entre les deux termes. Et cette question, j'avais envie de la poser à quelqu'un comme vous, puisque ce sont deux choses juridiquement qui sont différentes, mais vous, en tant que victime, comment vous donnez une définition à chacune des deux formules? Alors, je vais commencer par la fin. Une agression sexuelle, c'est un viol, juridiquement. Donc, il n'y a pas de définition. Disons qu'elle est caractérisée sexuelle. Du coup, viol. Pour ce qui est de la culpabilité, j'en ai eu avant, parce que j'ai baigné dans cette culture du viol, du coup, pendant des années, de par mon éducation et de par l'environnement dans lequel j'ai évolué. Aujourd'hui, je n'ai plus de culpabilité. Mais comme beaucoup de femmes, en fait, j'anticipe la réaction des gens que je vais avoir en face de moi. Je sais que, par exemple, j'aurai potentiellement des gens qui sont baignés dans cette culture-là et qui pourraient, me dire que finalement, je ne suis pas victime, en fait, ce que j'ai vécu, ce n'est pas un viol. Et pour moi, qu'est-ce qui est un viol, du coup ? C'est le fait, en fait, c'est le genre de questions, voilà, que j'aimerais pas qu'on me pose. Voilà. C'est un viol, c'est quand tu dis non et que la personne elle continue de te déshabiller et que ça continue. Voilà. On est face à des processus qui sont absolument difficiles pour tous, et principalement pour les victimes, puisque on voit que les dépôts de plainte sont hélas trop rares. Je dois dire qu'il y a des associations qui sont là. Et les associations, elles peuvent accompagner les victimes énormément. Il y a des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a des associations qui payent des avocats pour les personnes qui n'ont pas le courage parfois de porter plainte, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la disponibilité d'esprit parfois, qui veulent parfois passer à autre chose aussi. Parce qu'il y a le combat juridique qui me semble être un combat militant également. Parce qu'il faut pouvoir, et c'est pas évident, parce que les victimes peuvent se dire, on a déjà subi tout ça, il faut encore que je revive ça, il faut encore que je recombatte. Où je vais trouver la source et l'énergie en soi, en moi, pour aller. Et en même temps, c'est un combat social qui est tellement important que la justice s'en empare pour continuer la reconstruction. Parce que je pense que la reconstruction, c'est un processus qui n'est pas forcément abouti à chaque instant et qui continue. Parce qu'on apprend. Il faut continuer à en parler. Il faut continuer à le dénoncer. Et je crois que c'est peut-être une démarche intéressante, en tout cas, quand les gens se sentent prêts aussi à le faire, et qu'elle puisse se faire accompagner et écouter.
Parce que sans ça, on continuera à avoir des violeurs qui continueront à mettre leur crime, parce que le viol est un crime, toujours en application. Et ça sera une question de légitimisation sociale qui pourra le faire. Donc, même au point de vue de la justice, me semble-t-il, il faudrait continuer ce combat. Effectivement, Jérémy, je pense que tu as dit énormément de choses dans cette prise de parole et tu as énuméré, moi, ce qui m'a manqué, le problème de l'accès à l'information, des lieux où je pouvais être accompagnée et également de la bienveillance, en fait. Des lieux bienveillants et par rapport au combat et dans la société, ce que ça peut apporter, c'est de la jurisprudence, en fait, juridiquement, pour justement faire évoluer et permettre aux avocats qui défendent des victimes de viol d'avoir de nouvelles billes, en fait, pour réussir à gagner un procès et à faire reconnaître la victime en tant que victime. Voilà, lui redonner ce qu'on lui a pris d'une certaine manière, même si on ne peut pas véritablement redonner ce que... Enfin voilà, une fois que c'est fait, on y pense régulièrement et puis ça fait partie de nous. Donc moi, deux choses. D'abord, je me demande qui on est quand on parle de la culpabilité de quelqu'un d'autre. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Et par rapport à l'aspect juridique, je voudrais juste citer un procès qui s'est tenu, qui a duré une dizaine d'années, le procès de Monsieur Georges Tron, qui est enfin en prison depuis pas longtemps. Et je connais une de ses victimes. Elle a vécu 2 fois, au moins, alors je vais mettre un terme très faible, les difficultés de l'événement qu'elle a subi. Et elle l'a vécu donc 2 fois, une fois, la première fois évidemment, et puis pendant ces 10 ans de procédure, sans arrêt. Donc dire qu'il faut porter plainte, en principe, ça semble évident. Il faut mettre la justice en face des criminels, mais je pense aussi qu'on a à tenir compte des personnes et du travail qu'elles ont à fournir. Et donc cette personne, une des 2 victimes de Tron, ne s'en remettra pas du procès. Elle a compris que la société reconnaissait le crime de Tron, mais en même temps, elle pourra plus passer à autre chose à cause du procès. Donc il faut mesurer dans quelles conditions on va au procès. Je crois que la possibilité que nous avons pour permettre aux personnes victimes de réagir et de alors on a dit reconstruire, mais de se remettre, c'est-à-dire d'avoir à nouveau une vie sociale au moins naturelle. Je pense que il y a une possibilité, et c'est lié à ce que tu disais au début, Julie, en parlant de la liberté absolue de conscience. On a la possibilité d'agir politiquement, et au moins, alors on n'a pas parlé de religion, donc c'est pas une question religieuse, hein, mais on a au moins à tenir compte que dans nos sociétés, le politique, depuis 2000 ans, est soumis aux religions. On voit encore, j'ai encore eu l'exemple il y a une quinzaine de jours ici, quelqu'un qui se servait de sa religion pour considérer qu'une femme était inférieure à lui. Donc c'était pas lui en tant que personne, c'était lui en tant que croyant en une religion qui lui disait ça. Donc là, ce que je veux dire, c'est pas pour parler des religions, c'est pour parler de ce qui est utilisé politiquement par des religions pour imposer une mainmise sur le corps des femmes. Alors le corps au sens large, hein, le corps politique des femmes, le corps physique évidemment, mais le corps politique aussi. Il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'élever des enfants, il y a des questions de permis de conduire, il y a toutes les questions qui se posent. Et on a besoin de ne pas oublier que notre corps politique, la République, repose sur ce fameux principe de neutralité.
On parlait de liberté de conscience, il y a l'autre pied sur lequel on s'appuie, c'est il faut faire passer dans l'éducation, donc, par l'école, l'idée de cette neutralité absolue et qui fait que hommes et femmes ou hommes ou transgenre ou n'importe quelle personne est un sujet du corps politique, quelle que soit son orientation sexuelle ou non. Du coup, par rapport à ce que tu as dit par rapport aux religions, on est dans une dynamique où l'on croit et on ne sait pas finalement. Mais par contre, la religion, elle a quelque chose d'assez... C'est un outil puissant d'autorité. Et du coup, je pense que c'est utilisé comme d'autres choses, comme d'autres arguments d'autorité pour finalement accomplir cette domination, la perpétuer et continuer à conserver des privilèges pour un groupe. Donc, que ce soit une religion, que ce soit un autre outil d'autorité, les personnes qui ne sont pas intéressées, qui ne sont pas honnêtes par rapport à leur position privilégiée ou qui en sont bien conscientes mais qui souhaitent la conserver, eh bien, ils se serviront de ce genre d'outils. Voilà. Et les religions, en tout cas, moi, c'est mon approche, mais je ne suis pas experte là-dessus. Elles ont été écrites les textes religieux ont été écrits dans un contexte, avec une époque qui, du coup, demande à être vue et lue à travers les yeux de quelqu'un de l'époque où sont apparus ces textes. Voilà. Et du contexte social. Donc, ce qui aujourd'hui nous semble inégal, était peut-être plus avantageux auparavant, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une vision progressiste, du coup, voire, dans l'interprétation. Mais encore une fois, je ne suis pas une experte et c'est ma vision à moi. Alors Julie, déjà, je voulais vous dire que je vous trouve très, très, très courageuse et je vous remercie de venir à notre rencontre pour pouvoir exprimer tout ça. Je voulais savoir si vous aviez eu, du fait que vous n'avez pas trop confiance par rapport à une décision de justice qui pourrait être prise, je voulais savoir si vous n'aviez pas eu à un moment donné envie de faire justice vous-même, ou peut-être un membre de votre famille, quand on a des enfants, enfin moi je sais que si ma fille avait eu ce problème-là, je pense que j'aurais eu des réactions très, très fortes et très violentes peut-être. Je voulais savoir si vous-même, vous n'aviez pas eu à un moment donné envie de faire justice vous-même. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé à mon père, c'est que c'est quelqu'un justement qui peut être plutôt violent. Et du coup, je savais qu'il risquait sa vie à lui, en fait. Et du coup, nous, notre vie aussi, parce que voir son père avec des soucis de justice, du coup, derrière, ça aurait pu être très compliqué aussi, en plus de ce qu'on avait déjà dans notre situation familiale. Donc, du coup, je ne lui ai rien dit, d'autant plus qu'il connaissait les grands frères, en fait, de cette personne. Donc, je ne savais même pas si c'est moi qui allais prendre ou si c'est lui qui allait prendre, ou les deux. Mais quoi qu'il en soit, ça allait se terminer avec de la violence. Donc, je n'ai rien dit à mon père, parce que déjà aussi, c'était très compliqué pour lui. Et concernant moi, oui, énormément. Bah oui, on a une haine incroyable, en fait, après ça. On a une haine incroyable. C'est une injustice aussi. Et après, parce que c'est des coûts sociaux importants derrière. C'est un isolement, c'est le fait de ne plus pouvoir aller à l'école, c'est le fait de ne plus être bien, le fait de ne plus vouloir se réveiller le matin, le fait de... Donc oui, on vit une injustice et on a envie de trouver un moyen de la régler et on n'a pas confiance, on est plutôt défiant. Enfin, en tout cas, moi, j'étais plutôt défiante, du coup, avec ce système judiciaire. Et oui, on souhaite beaucoup de mal à cette personne. Beaucoup. Je pense à une chanson. Une chanson qui est un hymne, l'hymne du mouvement de libération de la femme. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves,
entrave. Debout, debout, debout. Bon, je pense que c'est une chanson qui a marqué énormément de générations dans le combat de libération de la femme et qui mérite d'être encore citée et réétudiée. Et il y a un combat aussi, c'est d'étudier l'histoire du féminisme. Il faut rappeler que le féminisme, c'est la capacité d'avoir des droits égaux entre hommes et femmes. Et c'est que ça. Et c'est déjà beaucoup. Mais le féminisme, c'est pas la domination de la femme sur l'homme, contrairement à ce que certains voudraient mettre en place. Et ils voudraient singer finalement ce terme pour en donner une autre définition, telle une novlangue, si on reprenait le livre de 1984. On a aussi des détracteurs qui combattent contre l'égalité des droits, hommes et femmes. Alors c'est pas une question, mais un libre commentaire. Tu l'as bien dit, il y a deux côtés. Il y a un côté très extrême, mais très minoritaire, qui n'est pas du tout représentatif du féminisme, qui voudrait du coup renverser la domination actuelle. Mais j'appelle pas ça du féminisme, du coup. Et puis il y a tout ce côté aussi, d'autres personnes qui souhaitent conserver du coup le statu quo et qui décrédibilisent les causes en décrivant le féminisme et en faisant en sorte que dans les médias ce soit diffusé de cette manière, dans ce projet politique complètement délirant de la domination des femmes sur les hommes. Donc effectivement, je pense que le retour aux sources et le savoir sur ce qu'est le féminisme fera du bien aux femmes pour se réapproprier leur histoire, leur vie, leur environnement, mais également aux hommes, du coup, pour se rappeler que ce n'est pas un combat contre eux, mais que c'est un projet politique d'une société plus égalitaire. Rappelons que les hommes peuvent être aussi, du coup, féministes. Moi, ça me pose pas de problème. Je sais que ça pose des problèmes à certaines. C'est pas une question, c'est pour aller dans le sens de l'aspect politique dont tu parles. Au Chili, je crois qu'il y a eu un vote pour reconnaître le droit à l'avortement pour toutes les femmes. Et puis en même temps, donc pour faire le pendant, dans des pays d'Europe, il y a au contraire des lois qui interdisent l'avortement pour les femmes, même en cas de viol. Pologne et Hongrie. Donc le combat est vraiment politique. Le corps de la femme, c'est un corps politique qui nous permet, donc à nous hommes, je pensais au côté masculin dont je parlais tout à l'heure, de nous rendre compte que avec une façon de penser univoque, on est réduit. Et dès qu'on pense, donc féminisme au sens que tu l'as décrit, et dès qu'on pense aux victoires sur les conquêtes des droits des femmes à disposer de leur corps, ça renforce, alors je ne vais pas dire la fraternité, mais ça renforce le côté humain de chacun, donc des hommes aussi. En fin de compte, le féminisme, c'est un combat d'humanisme, c'est un combat pour l'humain. Il y a le mot femme dedans, mais à ce moment-là, le but, c'est qu'on soit tous des femmes ou des hommes ou peu importe, mais qu'on soit tous des humains. Effectivement. Après, je tiens à rappeler qu'on peut avoir une vision, d'avancée sociale énorme du coup en Europe par rapport à d'autres régions du monde. Mais finalement, c'est une paire de lunettes que l'on porte. On peut en porter d'autres. Donc du coup, je suis ravie pour le Chili. Effectivement, en Pologne, on a un retour sur un droit fondamental de la femme, c'est-à-dire à disposer de son corps. Je pense que ce droit, c'est quelque chose en fait qui interroge tellement de choses et qui est tellement instrumentalisable que c'est le premier droit, je pense, que l'on pourrait perdre finalement si une crise advenait comme il en advient en Europe de l'Est et puis chez nous également, parce qu'on voit du coup les gens qui aujourd'hui ont de la place médiatiquement. Moi, je voulais juste donner un petit témoignage pour montrer que les choses ont évolué, mais que c'est pas fini, qu'il faut continuer. J'ai travaillé de nombreuses années au niveau de la justice.
dans les services qui s'occupaient des sortants de prison ou des personnes condamnées en milieu ouvert. Et il se trouve, donc j'ai commencé en 1972 pour montrer l'évolution, qu'on n'avait pas énormément de dossiers de viol ou d'inceste. Quand on en avait, c'était des dossiers de personnes vivant en milieu rural plutôt, à la campagne. Et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais on disait oui, mais ça c'est la campagne, ils sont moins évolués ou je sais pas quoi, etc. Et puis progressivement, les choses ont évolué. Parce que d'abord, les femmes ont pu porter plainte, on a reçu leur plainte dans les commissariats ou gendarmeries. C'est des démarches pas faciles, c'est vrai. Et il y a eu plus en plus de jugements, comme on disait tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est quand même mis en marche et qu'au jour d'aujourd'hui, on voit sûrement pas les mêmes choses, on n'aurait pas les mêmes réflexions qu'en 1972. Ce qui veut pas dire que c'est terminé, mais ça peut donner espoir qu'on peut encore plus évoluer pour faire avancer ce qu'on disait, l'aspect éducation au sens large, en fait, tout ce qu'on a vu, pour plus être dans ces situations-là, quoi. Je suis contente de savoir, j'avais pas ces données-là et je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de dossiers qui concernent cette question. Par rapport à justement ce que vous citiez sur les personnes vivant dans des milieux ruraux, finalement, ça a l'air d'être le témoignage d'une domination sociale, d'un mépris, et ça corrobore justement la culture du viol, de l'homme marginal, bizarre, qui ressemble pas à notre frère, qui ressemble pas à notre oncle, qui ressemble pas à quelqu'un qu'on connaît, et qui viole parce que le viol, de manière universelle, tout le monde dira que c'est horrible, mais finalement, quand on se rend compte des chiffres, il y a on se demande où ils sont, toutes ces personnes du coup qui ont ces actes, qui sont du coup pénalement répréhensibles. Moi, je veux te remercier, Julie, bien sûr, pour cet énorme cadeau que tu nous as fait tous ce soir. Dire aussi que tu n'es pas du tout tu n'es qu'au début d'un commencement en fait d'un cycle d'émissions qu'on va faire, qu'on a appelé Voix de femmes. Parce que la liberté de conscience, elle passe par là et il faut qu'on continue ce travail. On a commencé aujourd'hui par ton témoignage et le mois prochain, nous recevrons Michèle Vianès. Et Michèle Vianès, elle est donc présidente de l'association Regard de Femmes, qui est une association basée à Lyon, et pour nous parler justement de la laïcité et des droits des femmes. Parce qu'il faut aller plus large. Et puis, on aura une thématique sur la laïcité et l'Europe. Et puis, on aura une thématique sur laïcité et la libre disposition de son corps. Il y a un vrai travail à prendre cette question à bras-le-corps, le prendre de différentes façons, de différentes approches, et puis qu'on puisse comme ça creuser le sillon pour pouvoir trouver des réponses et pouvoir en débattre. Julie, est-ce que tu aurais, du coup, pour ces futures intervenantes, quelques questions, quelques hypothèses de choses que tu voudrais transmettre pour les prochaines émissions? Voilà un petit peu le cycle de Voix de femmes, on l'a appelé comme ça, et donc cette première émission est la première de Parlons Laïcité dans ce cadre-là. Pour la première intervenante, c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle interroge les droits juridiques et finalement l'égalité réelle entre femmes et hommes. Par rapport à la laïcité et à l'Europe, du coup, on va être sur des dynamiques de liberté de conscience. On peut peut-être interroger les différences qu'il y a culturellement sur ces questions-là, justement, et au niveau des juridictions de différents pays. Ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, nous, en France, par rapport à cet ensemble. Et par rapport au corps des femmes, j'aimerais bien que cette personne aborde l'éducation des jeunes filles et du coup la légitimité qu'elles auraient à disposer de leur propre corps, parce que c'est quelque chose qui nous est retiré. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Merci beaucoup encore une fois pour ce témoignage. Donc vous avez compris, la prochaine émission aura lieu le 1er jeudi du mois prochain, donc ce sera en mars ce coup-ci. On se réunira toujours de 17h à 19h au local des Pyramides du réseau d'échange réciproque de savoir à Ivry-Courcouronnes. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, même si vous venez de loin, puisqu'on sait que vous pouvez nous écouter dans toute la France et même au-delà. Donc vous serez toujours les bienvenus. Merci à tous, merci Julie, merci au public, merci aux réalisateurs et je vous dis au mois prochain. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.